à la vidéo. Les gars, je suis quand même un peu bien sapée. Le petit chapeau, hop. Donc je vais vous présenter mon oral pour le grand oral du bac. Je passe demain à 14h. Là on est jeudi 26. Donc je passe vendredi 27. Du coup pour m'entraîner je me suis dit que j'allais vous faire l'oral en ASMR. Donc forcément je vais peut-être prendre un peu plus le temps de parler lentement, je ne sais pas. Mais ça peut être un exercice assez sympa à faire. Et comme ça moi dans le temps ça va me garder un petit souvenir de mon oral que j'aurais posé, etc. Donc il y a deux sujets pour le bac. Dans cette vidéo je vais vous présenter mon sujet de SES, donc de sciences économiques et sociales, qui va parler essentiellement du Japon. Et du coup il y aura un épisode 2, ça sera un sujet de maths. Mais je vous rassure tout de suite, ça va parler du nombre d'or, donc dans l'art, etc. Pour ceux qui ne savent pas, le jour du grand oral, vous avez 20 minutes de préparation pour faire votre brouillon, etc. Et après, il y a 10 minutes d'oral et ensuite 10 minutes de questions. Donc là, les 20 minutes de préparation, je les ai fait avant de tourner la vidéo. J'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce que je me souvenais de mon sujet, je me suis fait mon brouillon, etc. Donc voici la feuille en question. Il y a pas mal de choses, mais c'est à la SES, donc c'est beaucoup de blabla, c'est que du blabla en fait. Évidemment le but c'est pas de tout lire, c'est juste d'avoir des notes. Je vais mettre un chrono sur mon téléphone. L'objectif c'est de faire 10 minutes, mais on sait très bien que le jour de l'oral on met toujours moins de temps. Donc là, voilà, 11-12 minutes, mais sachant qu'on est en ASMR et que vous y connaissez potentiellement rien du tout en SES, je vais peut-être un peu plus développer ou je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, je me moque un peu là de faire 10 minutes ou pas. Le but c'est vraiment de réviser et de prendre du plaisir à faire cette petite présentation. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, etc. si tu kiffes. Et à me dire dans les commentaires si tu as trouvé le sujet intéressant, tout simplement. Bref, on est parti. On connaît tous de grandes licences comme Pokémon, Dragon Ball, Mario, etc. Ça va être des grandes licences qui viennent du Japon et qui sont connues à l'international. Et derrière ces grandes licences se cache potentiellement un soft power. Donc le soft power, c'est la capacité d'un pays à influencer un autre pays ou un acteur en général, mais sans la contrainte. Donc ça va s'opposer plutôt au hard power qui lui va utiliser la contrainte, notamment militaire. Donc nous, le soft power, c'est en douceur, c'est vraiment la capacité d'attirer en fait, d'attirer tranquillement. Donc nous allons parler plus précisément de l'aspect culturel de ce soft power, donc notamment avec les mangas, les jeux vidéo, la gastronomie, etc. Même la musique, voilà. Donc l'aspect vraiment culturel. Il faut savoir que ces licences, ça rapporte forcément des bénéfices, donc de l'argent. Nous allons nous demander si le soft power japonais contribue à la croissance économique du Japon. Mais si ça contribue, genre réellement quoi. Dans un premier temps, nous verrons que c'est une stratégie nommée la Cool Japon qui va être utilisée comme un levier économique. Puis nous verrons les différentes limites quand même de cette stratégie face aux défis du Japon. Donc d'abord, qu'est-ce que la stratégie Cool Japon? C'est une stratégie donc de soft power. Alors en fait, le soft power il s'est développé au Japon au fil du temps. Et en 2002, il y a Mac Dougray qui a remarqué que le soft power jouait un rôle dans la croissance économique, que ça pouvait rapporter. Et donc à partir de là, ils l'ont nommé le Cool Japon comme stratégie. Et ça va être le début où l'État va un peu plus s'investir
investir et adopter une vraie stratégie. Donc l'objectif de cette stratégie, ça va évidemment être de promouvoir la culture du Japon et donc d'accroître la croissance économique grâce aux bénéfices et également de rendre une meilleure image au Japon pour faire oublier le passé. Donc cette stratégie va se dérouler, on peut la distinguer en 3 étapes en réalité. Bon, c'est peut-être pas des étapes extrêmement fixes, mais ils ont été observés. Donc d'abord, on va essayer de susciter un intérêt pour la culture japonaise. Et une fois qu'on arrive à susciter un intérêt, le but ça va être de faire consommer via différents éléments qu'on verra peut-être un peu plus tard. Et la 3e étape, ça va être également d'attirer les touristes, tout simplement, de donner envie aux gens de venir sur le territoire japonais, ce qui va également apporter des bénéfices. Et donc tout ça, ça va contribuer à la croissance économique, sachant que la croissance économique, c'est l'augmentation de la production de biens et de services qui va être comptée par la variation du PIB du pays. Une fois qu'on a réussi à susciter un intérêt pour la culture japonaise, il va falloir faire consommer, et on peut notamment faire consommer via des exportations culturelles. Donc il y a beaucoup de revenus. Il faut savoir que ça vient essentiellement de produits dérivés de licences. Donc en 2023, ça a rapporté 25 milliards de dollars. Donc les produits dérivés, ça peut être plein de choses. Ça peut être des figurines, des habits, des objets, des jouets, des cartes, etc. Donc par exemple Pokémon, c'est l'une des licences les plus connues. Et Pokémon, on connaît tous évidemment les cartes Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les mangas, le dessin animé. Bon, c'est un animé en réalité. Il y a aussi pas mal de films. Je pense qu'il y a un nombre incalculable de jouets, de tout ce que vous voulez Pokémon. En fait, vous pouvez tout trouver avec cette licence. Et du coup, vraiment, ça va être des licences, mais c'est pas des simples licences, ça crée vraiment tout un monde autour de ces univers qui passionnent réellement. Voilà. Et donc en 3e étape, il y a le tourisme. Il faut savoir que le tourisme, ça représente 7% du PIB. Bon, après, dans ces 7%, il n'y a pas forcément tout qui vient du soft power, mais ça contribue quand même à la croissance économique. Ça génère également plus de 300 000 emplois en 2023 qui ont été créés. Donc, qui dit plus d'emplois dit plus de production de biens, de services. Donc, c'est bénéfique. Et en 2024, on va avoir le record de touristes au Japon qui est de 36,9 millions de touristes. Donc ces touristes, ils vont, quand ils viennent au Japon, forcément il faut acheter le billet d'avion. Dans le secteur des services, ça va générer beaucoup de revenus avec les hôtels, la restauration, les transports, tout ça qu'il faut payer. Il y a également les boutiques de souvenirs. Enfin, quand on est touriste en général, on achète plein de choses au Japon. En plus, il y a pas mal de choses qui sont moins chères qu'en France, forcément. Par exemple, les mangas, au Japon, ça va être 3 €. En France, c'est 7 €. Donc, bon, après, certes, ils sont écrits en japonais, donc on peut pas vraiment lire. Mais au moins, pour la beauté des dessins, c'est une pépite. Mais également, les figurines, c'est vraiment moins cher. Donc, ça, voilà, ça génère des revenus. Il y a également des parcs qui vont peut-être attirer les touristes. Je sais qu'il y a un parc Naruto, donc vraiment avec des statues en forme humaine de personnages du manga, etc. Ça attire vraiment des touristes en fait, ce genre de choses. Donc pour illustrer vraiment, vous prenez quelqu'un qui commence à s'intéresser à la culture japonaise, qui devient fan de manga, il va
a dit que voilà, ça contribue à la croissance, etc. Ça génère des revenus. Mais bon, il y a forcément des limites à tout ça. Et notamment face au défi du Japon. Donc, il faut savoir qu'en réalité, le soft power, il contribue assez modestement au PIB du Japon. Alors, c'est un peu compliqué de compter combien de pourcentage ça génère réellement concernant le soft power parce que c'est quelque chose de très vaste. En plus, on a dit que tout à l'heure, le tourisme c'était 7%, mais tout ne vient pas du soft power en réalité. On peut pas trop savoir. Après, par exemple, juste pour les jeux vidéo, ça représente 0,70% du PIB. Donc c'est vraiment rien du tout. On estime que soft power c'est environ 5% du PIB, mais ça reste vraiment une approximation parce qu'on ne peut pas compter exactement. Mais pour comparer ça, les industries manufacturières, ça représente 20% du PIB. Donc là c'est vraiment nettement supérieur. C'est par exemple l'automobile, ça représente à lui seul 13%. Donc c'est nettement supérieur. Ça contribue bien plus à la croissance économique. On a également une population vieillissante au Japon. Je pense que c'est l'une des populations les plus vieillissantes. Il y a 29% de la population qui est âgée de plus de 65 ans. Et ce que concrètement ça veut dire, c'est que si la population est âgée, ça veut dire qu'il y a moins de population active. Donc moins de facteurs travail, donc moins de production. Et qui dit moins de production dit une baisse de la croissance économique. Enfin, c'est compliqué quoi. Après, il faut savoir, en moyenne dans le monde, c'est 10% qui ont plus de 65 ans. Mais ça reste une moyenne. En France, on est à 21%, donc on est quand même une population assez vieillissante. En plus de cette population vieillissante, il faut savoir que le Japon est l'un des pays, voire peut-être le pays le plus endetté. Il est endetté de 250% de son PIB. C'est énorme. C'est énorme et ces dettes publiques vont vachement ralentir les investissements. Il y aura beaucoup moins d'investissements parce que forcément, ça sera peut-être pas la priorité. Hein. Sachant qu'ils sont endettés, ils vont pas se réendetter en plus. Mais s'il y a moins d'investissements dans les infrastructures et la recherche et le développement, etc., ça veut dire qu'il y a moins de progrès techniques également. Et donc, moins de production, enfin, il y a moins de progrès, ça ralentit tout en fait. Donc c'est compliqué. Et enfin, pour finir, le soft power japonais, il a une concurrence fondamentale, celle de la Corée du Sud. Il y a une vraie concurrence dans plusieurs domaines. Donc la Corée du Sud, on l'appelle la vague Hallyu, je sais pas si ça se prononce comme ça. En fait, c'est leur stratégie de soft power. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, par exemple dans l'industrie de la musique, on a la K-pop qui est vraiment un gros atout pour la Corée du Sud dans leur soft power parce que ça c'est vraiment internationalisé, contrairement à la J-pop qui est donc la pop japonaise qui est beaucoup plus locale en fait. Enfin, c'est un peu moins ouvert à l'international, c'est moins connu. Alors que vraiment la K-pop, elle est nettement supérieure. On a également les webtoons qui vont faire un peu concurrence. Bon, les mangas ça reste supérieur, mais l'avantage du webtoon, c'est que c'est quelque chose de participatif. Dans le monde, on peut tous commencer à dessiner et à publier sur webtoon. Donc ça ouvre plus de portes. C'est plus ouvert. Alors que les mangas, c'est quand même très compliqué. C'est énormément japonais en fait. En France, on commence à avoir quelques mangaka, mais c'est compliqué. Et puis sur le long terme, des fois, ils sont obligés d'arrêter parce qu'en fait, c'est très compliqué. On va avoir également les K-dramas qui sont bien connus en Corée du Sud. Par exemple, Squid Game, ça a fait un vrai buzz.
n'hésitez pas à me corriger, même si ça sera trop tard pour l'oral. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de